Après avoir fait plusieurs vidéos sur le Panasonic G9, je me suis dit que ça pouvait être intéressant qu'on fasse un petit tour sur mes réglages. C'est parti! Salut à tous, c'est Ben de Retour d'Expérience et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Panasonic G9 qui sera je pense la dernière sur ce boîtier. On a déjà pas mal creusé le sujet, on avait fait mon retour d'expérience après un an d'utilisation, on a fait une vidéo sur la meilleure manière d'en tirer le meilleur tout simplement, et je me suis dit qu'une vidéo sur mes réglages pouvait pour certains d'entre vous peut-être être intéressante. Donc voilà, on fonce direct sur le boîtier. Et on se retrouve donc sur l'écran de ce Panasonic G9, donc là je suis sur le mode manuel vidéo, c'est-à-dire le M avec la petite caméra qui est juste à côté. C'est un mode que j'utilise pour les ralentis, on va donc voir ça, je vais rentrer dans les menus. On est donc sur un mode d'exposition manuel, je ne laisse pas le boîtier choisir de lui-même ce qu'il veut, je fais mon exposition manuellement, c'est d'autant plus important quand on fait du ralenti. Mode haute vitesse, non, parce que je veux pas le laisser choisir lui-même les paramètres qu'il a décidé lui. En revanche, je vais dans cadence variable, et cadence variable je fais oui, et je vais dans réglage, et là je suis à 125 images par seconde en Full HD, ce qui me donne une vitesse ralentie de je suis autour de 20% de la vitesse normale, donc ça me convient tout à fait. On peut monter jusqu'à 180, mais je trouve que au-delà de 125, l'image commence à pas mal se dégrader, donc je reste à 125 images par seconde que je trouve amplement suffisant. Assistant aperçu HLG j'utilise pas, et recadrage 4K live non plus. Ensuite on passe dans la petite caméra et on va remonter tout en haut. Touc. Format d'enregistrement Move, moi c'est ce que je vous conseil, en tout cas j'ai pu tester du MP4, du AVC HD et du Move, et je trouve que globalement les configs, quelles qu'elles soient, galèrent beaucoup moins à décoder le Move qu'à décoder le MP4, qui est un format qui certes prend moins de place sur les cartes, mais qui vous donnera plus de fil à retordre dès que vous serez dans le montage, tout simplement parce que l'ordinateur va devoir décoder au fur et à mesure l'intégralité de ce que vous avez tourné pour pouvoir le lire et y mettre des effets, des découpes, etc. Le Move c'est pareil, mais sauf que c'est un mode de compression qui est vachement moins élevé et donc du coup qui est beaucoup plus simple pour le montage, en tout cas je trouve. Ensuite, qualité d'enregistrement, donc vous avez pléthore de choix, sachant que pour du ralenti, comme je le fais, je suis pour avoir le droit à la cadence variable, comme vous voyez en bas, il y a la cadence variable disponible, c'est du 8 bits et c'est en 25, donc il me le remet si vous voulez quand je suis en ralenti. La vidéo, quand j'appuie après sur le mode lecture, je suis automatiquement en 25 images par seconde, d'où le ralentissement à 20%. J'espère que je me fais bien comprendre, je parle un petit peu vite. Et donc je suis en 100 mégabits par seconde pour ce mode de ralenti. Le mode autofocus, j'ai choisi le mode 2. En fait, la différence entre le mode 1 et le mode 2, c'est que l'autofocus continue. Quand vous êtes en mode 1, il ne s'enclenche qu'une fois que vous avez appuyé sur le bouton REC, alors que le mode 2, il est constant, même quand vous n'avez pas encore appuyé sur le bouton, il est déjà en mode focus, et moi je préfère pour un gain de rapidité, alors honnêtement je fais tout en manuel focus, mais les quelques fois, par exemple ici, quand le G9 me filme d'ordinaire pour les vidéos YouTube, je préfère qu'il soit déjà à me capter dès le début, avant même que j'appuie sur le bouton REC. Style photo standard, d'ailleurs ça devrait pas être en standard, ça devrait être en Cine Like D. Comme vous pouvez voir, alors je vous le mets en passant, moi j'ai mis un Cine Like D qui n'est pas un log à proprement parler, mais qui n'est pas un profil standard non plus, c'est-à-dire que c'est un entre-deux. Il va enlever de la saturation, du contraste, et dans ces réglages, moi j'ai décidé de mettre -5 partout et de retravailler ça derrière en post-production, et je trouve que le Cine Like D en contraste à -5, en netteté à -5, en réduction de bruit à -5 et en saturation à -5, c'est un excellent compromis pour être proche d'un log sans être vraiment dans un log qui est plus difficile à exposer. Sachez d'autre part que la réduction du bruit, c'est important de la mettre à -5. Pourquoi ? Parce que la réduction de bruit de vos boîtiers ne sera jamais aussi efficace que ceux de vos logiciels, que les plugins type Need Video, que Topaz par exemple, voilà, qui sont pas mal de plugins que vous pouvez utiliser et qui sont bien meilleurs, alors beaucoup plus lourds, beaucoup plus complexes, mais bien meilleurs pour réduire le bruit. Ceux de votre boîtier, vous allez perdre forcément beaucoup plus en qualité.
Ensuite, configuration du filtre, j'ai mis non, je n'utilise pas. Niveau de luminosité, alors là vous avez plusieurs choix et vous serez tenté de vous dire mais à quoi ça sert. Je me suis référé à pas mal de vidéos et surtout à un site internet qui s'appelle lumixgh4zh5.fr, quelque chose comme ça. Il est facile à trouver, hein, c'est une des premières recherches que vous pouvez trouver. C'est quelqu'un qui s'y connaît à fond, qui est sponsorisé, qui est, il me semble, ambassadeur Lumix et donc qui alimente ce site depuis très longtemps. Et je le suis depuis très longtemps. Et dans ses recommandations, il avait recommandé ça, c'est-à-dire de pas avoir la luminosité, le niveau de luminosité le plus large, donc 0,255, mais de commencer à 16. Et apparemment, en termes de qualité, on y gagne un petit peu. Mode de mesure, je crois que c'est spot, de mémoire, je crois que ça c'est spot. Haute lumière et ombre, ça c'est si vous voulez faire une courbe en S dès la prise de vue, chose que je ne fais pas, je préfère très largement retravailler ça de mon côté après sur mon ordinateur. High dynamique, non. Ça change pas grand chose en fait, ça va rajouter de la donnée dans votre vidéo et dans votre fichier final, mais honnêtement vous n'allez pas y récupérer grand chose. High resolution non plus. Sensibilité ISO, donc moi je lui ai dit que la limite inférieure ce serait 200 et la maximum 12800. Ça c'est si je décide de me mettre en auto, ce qui n'est jamais le cas. Mais voilà, au cas où j'aurais été tenté de le faire, voilà, j'ai décidé de faire ça. Le mode de stabilisation, donc moi je l'ai activé, j'active toujours la stabilisation. Verrouillage de la stabilisation, c'est quand vous demandez à votre boîtier que votre capteur soit magnétiquement bloqué et qu'il évite en fait de se balader. Si vous éteignez votre Panasonic G9 ou un GH5 etc. et que vous bougez comme ça votre boîtier, vous allez entendre un bruit, c'est le capteur qui se balade en fait, parce que le système de stabilisation fonctionne par magnétisme. Et le problème c'est que quand on se balade, qu'on a un sac à dos, qu'on se balade régulièrement, etc., ou qu'on fait beaucoup de mouvements, qu'on est dans un train, etc., le problème c'est que si la stabilisation, quand elle est enclenchée ça va, mais quand le boîtier est éteint, le capteur en fait il bouge. Et donc vous pouvez choisir de mettre le verrouillage de la stabilisation. Là moi je l'ai mis en non parce que j'en ai pas besoin, mais sachez que ça peut être intéressant, de même sur certains gimbals et certains trépieds. Alors ça arrive de moins en moins depuis les dernières mises à jour, mais parfois quand vous mettez votre boîtier sur un trépied ou un gimbal, c'est tellement stable qu'en fait la stabilisation elle bug complètement, elle ne sait plus où elle en est. Donc vous mettez verrouillage de la stab, ou alors vous désactivez la stabilisation, c'est comme vous voulez, et l'avantage c'est que ça fonctionne très bien. Réglage de la longueur focale, c'est parce que là du coup je n'ai pas d'optique sur mon boîtier qui est relié en HDMI à mon ordinateur, donc comme il sait pas, par défaut il a mis 50, et c'est quand vous utilisez des bagues avec des bagues très simples sans électronique avec des objectifs vintage manuels, lui-même le boîtier ne peut pas savoir exactement ce que vous avez comme longueur focale, et pour l'aider à stabiliser correctement il a besoin de savoir où vous en êtes, et donc du coup si vous utilisez, je sais rien moi, un Mitacon 135 mm 1980, vous lui précisez que c'est un 135 et il va améliorer la stabilisation en fonction de ce 135 mm. Conversion télé, je sais pas quoi, je ne sais pas ce que c'est, je ne l'utilise pas. Zoom numérique, non, je ne l'utilise pas. Dès que c'est numérique, en général, c'est pas de très bonne qualité, vous avez qu'à voir sur vos smartphones. Sortie enregistrement HDMI, quand vous avez un boîtier et un écran externe type Atomos Ninja 5 qui vous permet d'enregistrer en externe, ça c'est pas mal de l'activer, moi c'est pas mon cas. Dans la petite roue C, avec la petite clé à molette exposition, moi j'ai décidé de mettre 1/3 de V. 1/3 de V, c'est quoi? Ça veut dire que plutôt que de passer de 1.8 à 2.8 à 4, vous avez 1.8, 2, 2.4, 2.8. En fait, ça vous permet d'augmenter, de changer votre ouverture, mais par tiers de stop et pas par stop complet. Et je trouve que c'est bien plus précis, donc je fais comme ça. Sensibilité étendue, non. Ça sert pas à grand chose. Enfin, vous allez plus y perdre qu'à y gagner, notamment au niveau... Vous n'allez pas gagner en dynamique et vous allez perdre un petit peu en bruit. Voilà. Ajustement de la compréhension d'exposition. Le boîtier, en lui-même tel quel, n'est pas conçu de la bonne façon pour ça. La compréhension d'exposition, quand on fait de la photo, surtout, c'est intéressant. Mais c'est intéressant, par exemple, sur un Fujifilm X-T3 où vous avez une petite molette manuelle qui vous permet vraiment de visualiser ce que vous faites. Là, à moins d'y attribuer une fonction spéciale, vous allez devoir retourner dans le menu, faire une compensation, ressortir, vérifier ce que ça donne. Je trouve que c'est pas du tout pratique. Restauration de la compensation, donc on s'en fiche. AF, AE, donc moi je mets AF oui. Déclenchement autofocus,
Oui. Mi-course, non, parce que sur le Panasonic G9, la course est tellement légère que à peine vous allez frôler et que ça va se mettre à enregistrer, donc le mi-course devient un quart course, ce qui n'est pas du tout confortable. Alors autofocus rapide, non, moi c'est un réglage que j'ai fait, que je trouve meilleur. Quand il est en autofocus rapide, il a tendance à beaucoup plus pomper. Déjà que l'autofocus de Panasonic a tendance à pomper un petit peu plus, là il pompe encore plus et c'est pas très agréable. Réglage autofocus point précis, moi je l'ai mis en longue et en full, pas en pip, c'est picture in picture. C'est avec un petit écran, etc. Bon, moi, j'aime pas trop ce système-là. Lampe d'assistance autofocus, j'ai jamais trop compris à quoi ça servait, parce qu'il me semble qu'il n'y a pas la petite diode qui permet de faire un éclairage. Alors, bon, je ne connais pas ce boîtier par cœur. Hein. Priorité autofocus déclenchement, moi j'ai mis la priorité notamment sur le focus quand je suis en single. Mais quand je suis en continu, du coup il est en balance, ça veut dire qu'il cherche le meilleur compromis au niveau de la mise au point. Changement de mise au point, horaire anti-horaire, c'est un réglage qui est chouette. Quand vous mettez une optique, par exemple, je sais que les optiques Sigma, les optiques Canon n'ont pas le même système de mise au point, soit il y en a un qui tourne de gauche à droite, soit de droite à gauche, voilà. Et vous pouvez choisir, quand vous avez toutes vos optiques dans un seul sens et que vous en avez une qui est dans le sens inverse, vous pouvez choisir de la modifier. Cadre de mise au point transversal, non. Affichage de la zone autofocus, oui, je trouve que c'est important qu'on voit sur quoi on est net quand on est en autofocus continu. Autofocus plus manuel focus, oui, ça m'arrive parfois de faire des plans et de lancer l'autofocus et de me rendre compte que c'est pas tout à fait juste, surtout sur des plans un peu packshot ou macro, et du coup je refais un petit ajustement manuel. Assistant manuel focus, là je l'ai mis en non parce que sinon il me fait des zooms dedans que j'aime pas trop. Assistant manuel focus, donc picture in picture ou full. Réglage des touches FN, ça c'est les touches FN, c'est toutes les touches personnalisables de votre boîtier et donc ça vous permet un peu de les personnaliser. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'il y en a beaucoup. Sélecteur FN, etc. c'est pareil. Les boutons White Balance, ISO et Exposition, en gros c'est est-ce que vous avez accès au menu After Pressing, ça veut dire que vous pressez et ensuite les menus s'affichent, ou est-ce que c'est While Pressing et en gros il faut rester appuyé sur le bouton pour faire les réglages, dès que vous relâchez le menu disparaît. Moi j'ai préféré faire After Pressing parce que j'en ai marre de rester appuyé sur le bouton des fois quand on fait beaucoup de changements de réglages, rester comme ça au bout d'un moment on a tendance à tétaniser. Menu custom, oui. Moi j'ai fait un menu custom que je vous montrerai plus tard. Réglage des molettes, donc là c'est pour savoir si vous voulez le réglage de l'ouverture, parce qu'en fait il y a deux molettes, hein, une à l'avant, une à l'arrière. Est-ce que vous voulez l'ouverture devant et la vitesse d'exposition derrière? Est-ce que vous voulez inverser? Qu'est-ce que vous voulez mettre dessus? L'exposition, les ISO, enfin voilà, presque tout est personnalisable. Réglage du joystick, donc moi j'ai mis defocus movement, c'est-à-dire que je peux choisir le point, le collimateur autofocus avec le joystick. Ça, je ne sais même pas ce que c'est. Verrouillage de la bague de mise au point, non. Bouton vidéo, oui. Alors, honnêtement, il me sert à rien. Il y a un bouton dédié à la vidéo, mais moi, je trouve que quand on appuie sur le déclencheur, ça marche très très bien. Donc, j'utilise jamais. Je l'ai mis au cas où j'aurai un jour un flash. Bouton vidéo télécommande, oui, ça peut arriver d'utiliser une télécommande. C'est pas trop mon cas. Ça m'est arrivé une fois. Et du coup j'avais laissé le réglage. Réglage des touches, panneau tactile, est-ce que vous le voulez, l'onglet touché, etc. En gros quand vous utilisez l'écran, le pavé tactile, vous pouvez choisir différentes options. Je n'utilise pas trop tous ces réglages là. Affichage réel monochrome, c'est juste si vous voulez shooter en noir et blanc, est-ce que vous voulez que l'écran affiche direct le résultat en noir et blanc ou est-ce que vous le ferez en post-production. Aperçu constant, oui, ça veut dire que je veux que chacun, à la différence du réflexe, je veux que quand je bouge une molette, quand je bouge un réglage, je veux voir son effet directement sur le boîtier. Si on voulait se mettre en mode réflexe, les modes réflexe c'est un petit peu différent, c'est pas aussi visible, à part l'ouverture, mais dès qu'on change la vitesse ou les ISO, on n'a pas toujours le retour visuel, au moins comme ça on l'a. Visée direct boostée, c'est pour augmenter plus ou moins la luminosité de votre visée. Focus picking, oui, ça je l'ai mis, parce que je fais beaucoup de manuels, sauf quand je suis en YouTube, et du coup donc je l'ai mis en détection élevée parce que je veux qu'il soit précis. La couleur que j'ai mis c'est du bleu, mais vous voyez vous avez 5 choix disponibles. Affiché en mode autofocus single, oui aussi, parce que je trouve que c'est une sécurité supplémentaire, ce serait dommage de s'en priver. Histogramme,
Oui, comme vous voyez, là il est en bas à gauche, l'histogramme. Alors là il ressemble à rien parce que j'ai mis un cache et j'ai pas d'objectif. Mais voilà, j'ai l'histogramme qui est en bas. Il n'est pas possible de l'augmenter d'ailleurs, ça c'est un petit peu dommage. Grille de référence. Alors moi je l'ai pas mis, mais vous avez la grille des tiers, etc. Moi j'utilise pas du tout ça, je le fais de visu comme beaucoup de gens, mais parfois on a besoin d'une aide supplémentaire. Marque de cadrage, oui, je le mets, ça c'est plus pour la vidéo, et quand il m'arrive de filmer avec ce Panasonic G9 en dehors de YouTube, je le mets en format 2.35, et de format 2.35 ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez là, vous avez un petit carré blanc, un petit rectangle blanc qui s'affiche, et l'intérieur de ce rectangle sera du coup, si vous mettez le ratio de 2.35 avec les barres noires, vous savez exactement ce que vous filmez, et du coup ça permet un petit peu plus d'ajuster son cadrage. Ça fait partie des choses qui ont été mises dans d'une des dernières mises à jour, et c'est vraiment top. Marqueur central, je ne l'utilise pas. Haute lumière, non. Les zébras, il m'arrive de les utiliser, là ils sont pas actifs, mais on peut les choisir, on peut choisir le pourcentage de zébra. Le zébra, pour ceux qui l'ignorent, c'est dès lors que vous avez une scène qui est surexposée, la partie surexposée va apparaître zébrée. Et on peut choisir la sensibilité en fait de cette option. Ça permet parfois, parce que sur un écran aussi petit que ça et de cette qualité, on peut pas toujours se rendre compte, mais de cette manière-là, on peut se rendre compte réellement d'un ciel qui est complètement cramé, et du coup réduire un petit peu la voilure. Mesure d'exposition, oui, je lui demande de me dire un petit peu au fur et à mesure où j'en suis dans mon expo, parce que parfois à l'œil c'est très trompeur. Guide manuel focus, non. Réglage affichage sur l'écran ou sur le VF, c'est-à-dire l'œilleton, c'est pour savoir si on a un écran avec juste l'image ou si on a les réglages avec les ISO, la vitesse, etc. Donc moi je l'ai mis sur les deux. Affichage info écran, oui. Affichage mémoire, ça veut dire combien de temps il vous reste d'enregistrement, donc je l'ai mis également. L'indicateur de cadre d'enregistrement en rouge, ça c'est un des trucs que j'ai préféré sur la dernière mise à jour, et qui est aussi sur le GH5S qui est en train de me filmer. C'est ce petit cadre qui fait que quand vous filmez, là je peux pas vous le montrer parce que j'ai pas mis carte mémoire, dès que vous appuyez sur le bouton d'enregistrement, vous avez un petit cadre rouge autour de votre image qui se met, et qui permet de savoir qu'on enregistre, parce que parfois on appuie et le petit bouton rouge en haut à droite, et ben on le voit pas, on n'y fait pas gaffe, et des fois on croit qu'on a appuyé, mais on n'a pas appuyé, et du coup on parle dans le vide pendant je ne sais combien de temps. Et en fait on ne filme rien, il faut faire la vidéo 2-3 fois de suite. Voilà, c'est une expérience personnelle. Avec le cadre rouge, au moins, il n'y a pas d'ambiguïté. Le guide des menus, c'est toutes les petites infos qui apparaissent quand parfois on clique sur un menu. Reprise, position, objectif, c'est par rapport... En fait, votre boîtier, selon votre range, que vous soyez à 20 mm, 35 mm, etc., il va adapter la stabilisation, etc., et le fait de le mettre en reprise position objectif, ça veut dire que quand vous allez rallumer votre boîtier après l'avoir éteint, il va se recalibrer sur le même réglage que précédemment. Moi j'utilise quasiment que des boîtiers, des optiques où il y a une bague, etc., ou qui sont natifs, donc j'ai automatiquement cette information-là, je n'en ai pas besoin. Réglage bouton FN de l'objectif, moi j'ai pas de bouton FN sur mes objectifs, parce que j'ai pas d'objectif Lumix, donc ça ne me sert à rien. Information, orientation verticale, vidéo, ça c'est pour les Instagrammers. Ce n'est pas mon cas, il est en oui automatiquement par défaut, mais je ne l'utilise pas. La petite clé à molette, donc c'est manuel en ligne, c'est avec un lien ou un QR code, voilà. Les réglages perso, ça c'est un gros bout et c'est un des intérêts de ce boîtier. C'est quoi? Sur votre roue crantée que vous avez en haut, vous avez le mode PASM, etc. Vous avez le mode manuel vidéo comme je l'ai là, mais vous avez aussi le mode C1, C2, C3 qui sont des préconfigurations que vous pouvez mettre. Donc comment ça se passe? Vous allez sur votre mode C1, donc sur la roue vous le mettez sur C1, vous faites tous vos réglages dans le menu, et une fois que vous avez fait tous vos réglages et que vous trouvez que votre mode C1 il est bien, vous allez là-dedans, mémoriser réglages, et vous cliquez sur OK sur le mode C1 et il va enregistrer cette configuration. Pareil, vous sur votre molette, vous mettez sur le mode C2, vous faites votre configuration. Par exemple, moi sur le G9, sur le C3.2, j'ai mon réglage YouTube avec ma balance des blancs, etc. Machin. Donc vous faites tout ce que vous avez à faire, vous appuyez sur enregistrer, et à chaque fois que vous aurez juste à tourner votre molette et vous aurez votre réglage. Donc moi de manière générale, j'ai un mode manuel à 120 images par seconde, j'ai un mode C1 en Full HD en 8 bits à 25 images par seconde, 60 images par seconde. J'ai un mode C2 qui est en
8 bits 4K 60 images par seconde, un mode C3.1 4K 8 bits 25 images par seconde, C3.2 4K 8 bits 25 images par seconde, enfin voilà, après vous pouvez faire tout ce que vous voulez à loisir, ça vous en fait grosso modo 5 plus le mode manuel que moi j'utilise pour le ralenti. Réglage de l'horloge, bon évidemment vous savez ce que c'est, heure mondiale, date du voyage, etc. Le Wi-Fi, le Bluetooth qui ne sont pas hyper efficaces sur ces boîtiers, témoin de connexion sans fil, blablabla. Les bips, c'est quand vous appuyez que ça fasse c'est extrêmement insupportable. Le volume du casque, moi je l'ai réglé pour ma propre convenance. Le mode économie d'énergie ou le mode veille, voilà, c'est important de le calibrer. Parfois ça peut être très pénible. Sur des longues journées, ça peut être pas mal, ça peut vous économiser pas mal de batterie. Vitesse d'affichage de l'écran, 30 images par seconde, moi c'est suffisant. En revanche, dès que je suis sur le viseur, je trouve que 60 images par seconde, c'est un petit peu mieux, on est un petit peu plus réactif. Alors que sur l'écran, je trouve que 30 c'est suffisant. Le mode nuit, c'est pour éteindre les écrans, etc. Je ne l'utilise pas. L'écran, ça permet de régler le contraste, la saturation, etc. sur l'écran. La luminosité de l'écran en mode automatique, rétroéclairage. Low ou high ou non, moi je l'ai mis en low parce que j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de nits, beaucoup de retour lumière. Détecteur de l'œil, c'est quoi? Vous avez sur votre boîtier, juste en dessous de l'œilleton, un tout petit capteur. C'est ce qui fait que quand vous êtes en train de shooter avec l'écran, mais que d'un seul coup vous voulez shooter avec votre œilleton, vous approchez votre boîtier de votre œil et le petit capteur va détecter que vous vous approchez et automatiquement il va passer sur le VF, donc le petit écran qui est dans l'œilleton. Et donc ça c'est à vous de le régler, si vous le voulez très sensible ou pas. Je vous conseille de le mettre en sensibilité basse parce que dès qu'il est en sensibilité haute, ça veut dire que le capteur est plus puissant et dès que vous passez votre main ou vous avez votre boîtier ne serait-ce qu'à 20 cm de votre torse, paf, l'écran s'éteint, c'est super chiant. Donc en mode basse, c'est largement suffisant. Le mode USB, c'est si vous voulez le relier à votre ordinateur, l'alimentation par USB avec une power bank. Connexion TV, langue, affichage de la version, c'est pour connaître votre firmware. Moi je suis à jour. Activer. Ah oui, activer c'est pour le log, parce qu'on est encore chez Panasonic, on est encore au siècle dernier où vous devez acheter le log 100 balles, où on vous envoie un courrier par voie postale, vous savez les courriers, les trucs dans des enveloppes en papier, avec un code qu'il faut rentrer pour activer le log. Voilà, c'est bienvenue au siècle dernier. La fonction du double slot, ça c'est super important. Vous choisissez ce que vous voulez faire. Soit enregistrement relais, donc dès qu'une carte est pleine, c'est la deuxième qui s'enclenche. Enregistrement simultané, c'est ce que moi je fais. J'ai toujours deux cartes, et dès que j'ai une carte qui fait quelque chose, une photo, un enregistrement, il fait la même chose sur les deux cartes. Ce qui fait que si jamais j'ai une carte SD qui plante, qui crache, voilà, et ça arrive, plus souvent qu'on ne le croit, j'ai toujours la deuxième qui est intacte. Et ça, dès lors que vous êtes dans le monde professionnel, vous allez avoir besoin de ça. C'est hyper important parce que vous pouvez pas dire à des mariés, à un client, à une entreprise, je suis désolé, tout ce que j'ai filmé aujourd'hui, ma carte elle a grillé, j'ai pas de sauvegarde. Ça c'est impossible. Ça, le jour où vous êtes dans cette situation-là, vous êtes sacrément dans la merde. Et vous avez le mode attribution d'enregistrement, et vous pouvez dire la carte numéro 1 ne prendra que les photos, la carte numéro 2 ne prendra que les vidéos, ou si vous faites beaucoup de photos avec, la carte numéro 1 ne prendra que les JPEG, la carte numéro 2 ne prendra que les RAW. Voilà, tout ça c'est possible. Moi j'ai choisi l'enregistrement en copie permanente. Le numéro des fichiers, ça vous permet de numéroter vos fichiers à votre guise. Restaurer, c'est les paramètres d'origine de votre boîtier. Paramètres réseau, on s'en fiche. Rafraîchissement pixel, parfois il y a un pixel chaud. Ce qu'on appelle un pixel chaud, c'est-à-dire que c'est un pixel qui est mort. Parfois il n'est pas vraiment mort, c'est juste qu'il bug, il a planté, etc. Vous faites rafraîchissement de pixels, et du coup le capteur va faire une manip à l'intérieur qui peut potentiellement relancer votre machine pour avoir un capteur comme neuf. Nettoyage du capteur, c'est le capteur qui va se mettre un tout petit peu à vibrer, et parfois quand il y a des micro-poussières, ça les enlève. Réglage de jauge de niveau, moi je trouve que c'est top. Je sais pas si je l'ai là, je ne sais plus. Voilà, comme ça. Ça permet de savoir quand on est droit et quand on n'est pas droit. Et formater pour formater vos cartes. Et je vous conseille très largement de formater vos cartes à l'intérieur de votre boîtier. En général, le réflexe qu'on a, c'est une fois qu'on a tout sorti notre carte sur notre ordinateur, on fait clic droit formater. Et en fait, ça peut conduire à des erreurs qu'on n'a pas quand on formate dans le boîtier, puisque le formatage du boîtier, donc de la marque que vous utilisez, sera toujours meilleur parce qu'il sera plus adapté à ce qui va être enregistré par la suite dessus. Donc si vous formatez sur votre ordinateur, vous avez un risque d'erreur qui est accru, alors que si vous formatez sur votre boîtier, le risque d'erreur est largement amoindri.
Et enfin, ça, c'est mon menu perso. Donc moi, j'ai décidé d'y mettre la stabilisation, le mode discret. En mode photo, là, il n'est pas activé parce que je suis en vidéo, mais le mode discret, c'est lorsque vous filmez, lorsque vous faites des photos, c'est pour éviter d'avoir le clac quand vous faites une photo. Et dès lors que vous êtes en prestation de mariage ou dans des zones hyper silencieuses, le clac, il est super gênant. Et du coup, le mode discret vous permet notamment de couper le son. Et alors, ça vous coupe de certains autres menus. Mais en tout cas ça vous permet de faire un clic qui ne fait pas de bruit et ça c'est magique. Le focus picking, le zebra, le niveau du casque, l'affichage de la zone autofocus et les paramètres du menu perso. Voilà pour ce menu M. Ça fait déjà beaucoup d'informations. Je vais passer sur le C1. Voilà, le temps, voilà. Et donc là vous voyez en bas, j'ai parce que quand on est en mode cadence variable, donc en mode ralenti, le boîtier ne prend pas le son. Il ne prend pas le son. Donc, vous n'avez pas ce qui s'affiche en bas à gauche là, c'est-à-dire la jauge du son qui s'affiche quand je parle. Donc voilà où j'en suis. Et donc quand je suis dans le menu, alors, attendez, en C1, et ça ne change pas grand-chose dans ce menu. Vous avez à peu près le même menu qui s'affiche. Ça ne change rien. Peut-être une ou deux options qui doivent se modifier. Et en mode de C2... voilà, 4K 50 images secondes, et en mode C3. Il verrouille aussi, quand vous faites vos pré-réglages, il verrouille aussi les ISO, il verrouille votre shutter, enfin il verrouille exactement le mode que vous lui avez demandé. Et donc là, vous voyez, là je suis en mode vidéo YouTube, c'est-à-dire C3.2, en Ciné Like D, en picking, en 4K 24 images secondes, en 8 bits, avec, vous pouvez voir en bas à droite, j'ai le petit symbole K1 qui correspond à ma balance des blancs manuelle. Voilà pour cette vidéo qui se termine, je suis désolé, j'ai parlé très vite pendant cette vidéo, j'ai un peu fait tout d'affilée, et je me suis rendu compte que mon débit de parole était un petit peu élevé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me mettre des petits commentaires, à mettre des questions, à mettre des pouces bleus, à vous abonner, à mettre la cloche, c'est déjà pas mal. En attendant, prenez soin de vous, salut.